rendu pratique courante le fait d'octroyer les concessions sans enchères publiques, sans appel d'offres, à partir de 1937. Donc, il y a eu une poursuite d'une tendance qui s'était amorcée avant. Puis dans les années 50-60, c'était des années de boom économique de l'après la Deuxième Guerre mondiale. L'industrie s'est beaucoup développée. C'était une belle période où l'industrie était compétitive, etc. Il y a eu un développement important de l'industrie papetière qui était basé sur l'expansion du marché américain, qui était vraiment en pleine croissance. En 1959, Maurice Duplessis est mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, il avait donné des contrats d'exploitation du fer sur la Côte-Nord à 1 cent la tonne. Puis ça avait aussi suscité beaucoup de réactions à l'époque, un peu comme dans le temps de Taschereau quand il était allé à New York. Et dans les années 60-70, ça a été vraiment des années de forte contestation et la question de la gestion des intérêts par des intérêts privés du bien public puis des ressources naturelles était fortement remise en question. Et notamment, on a eu, à partir de 1960, le gouvernement libéral, la création de l'Hydro-Québec. La création de l'Hydro-Québec, c'était vraiment un événement qui s'est passé dans cette époque où les gens disaient il faut que les ressources publiques soient gérées de façon publique et créer une richesse pour le bien public. Et donc, l'Hydro-Québec, qui est une société de la Couronne, a été créé pour gérer l'hydroélectricité. Donc, avant l'Hydro-Québec, c'était des compagnies privées qui avaient des barrages puis qui géraient l'électricité. Puis là, l'Hydro-Québec est venu changer ça. Puis aujourd'hui, c'est un monopole de l'État qui gère l'approvisionnement d'électricité. Mais c'était pas perçu comme du socialisme à l'époque, parce qu'on n'était pas les seuls à faire ça. L'Ontario avait fait la même chose. Beaucoup d'États américains avaient fait la même chose. Tu sais, c'était pas exceptionnel que quand tu as un bien public comme ça, surtout une utilité, la fourniture d'électricité, que ça soit géré par le gouvernement. Donc, mais tu sais, c'était une époque où il y avait beaucoup de revendications pour dire, ben le bien public doit être géré de façon publique pour le bénéfice du grand nombre. Puis donc, suite à cette espèce d'esprit de reprise en main par l'État du contrôle des ressources naturelles, en 1972, gouvernement libéral, Kevin Drummond, le ministre de l'époque, a fait adopter un nouveau régime forestier. Et dans ce régime forestier-là, le gouvernement manifestait la volonté de récupérer au ministère des Terres et Forêts, à l'époque, la planification et la gestion forestière. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Avec comme objectif d'assurer la permanence d'une récolte de matières ligneuses à prix compétitif. Et on visait à ce que, d'ici 1982, toutes les concessions forestières soient révoquées et remplacées par des forêts domaniales. Vous vous rappelez, les concessions, c'était géré par l'industrie, les forêts domaniales gérées par l'État. Donc, la réforme de 1972 disait, on révoque toutes les concessions, puis c'est le gouvernement qui va gérer tout ça. Bon, ça a pris une couple d'années le mettre en place. T'sais, on se rapproche là, du sujet d'aujourd'hui, la mise en place du nouveau régime forestier. Bien, en 1975, ça faisait 3 ans que le régime avait été adopté, mais là, on était vraiment dans le gros de la mise en place du nouveau régime forestier. Donc, à peu près comme cette année, on était là, en 1975. Et pour soutenir donc l'implantation de la nouvelle politique forestière, le gouvernement a créé le COGEF, le Comité de gestion forestière, qui était formé d'une équipe de fonctionnaires et d'experts conseils du secteur privé. Donc, c'était une société mixte, le COGEF. Et le COGEF a créé les 44 unités de gestion qu'on connaît aujourd'hui, regroupées dans des administrations régionales qu'on connaît aujourd'hui, du ministère des Terres et Forêts de l'époque. Et là, ils ont fait tout un exercice de prévision de la demande, essayer de comprendre les flux de bois entre les unités de gestion. Puis pour chaque unité de gestion, ils ont fait un plan d'aménagement, puis essayaient de balancer la production de bois et la demande provinciale dans toutes les usines de transformation. Puis l'idée de cette passe-là était de faire une première passe de planification, de faire des premiers plans d'aménagement forestier, et puis après ça, quand ça aurait été en place, passer tout le système aux fonctionnaires du ministère des Terres et Forêts pour le gérer après. Ça, c'était le plan de match en 1975. En 1976, il y a eu l'élection du PQ, si vous vous souvenez. Puis, en 1977, le gouvernement de René Lévesque, là, c'était Yves Bérubé qui était ministre des Ressources naturelles, il s'est rendu compte, après 6 mois de vraiment mise en place du nouveau régime forestier, qu'il y avait une explosion des coûts de planification et d'aménagement. Notamment, les coûts de construction de chemin, en 3 mois, avaient été 10 fois plus grands que les coûts des années d'avant. En 3 mois, il avait dépensé 10 ans de budget antérieur. Fait que là, ils ont dit « Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça ».
Puis c'était l'époque de la première crise pétrolière, ceux qui sont assez vieux s'en souviennent. Il y avait beaucoup d'inflation dans ce temps-là. On a connu de l'inflation à 14, 15, 16 %, puis des taux d'intérêt à 18, 20 %. C'était pas une époque le fun. Ralentissement de l'économie mondiale. Le gouvernement décide d'interrompre la réforme de 72, complètement. Puis là, on est tombé dans les limbes du régime forestier. De 77 à 86, là, on ne savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer. T'sais, le gouvernement avait fait adopter une loi disant « c'est nous autres qui va faire ça, l'aménagement des forêts ». Puis là, en 77, il était une patte dans les airs, il dit « qu'est-ce qu'on fait à cette heure ». En 83, René Lévesque a lancé le programme de plantation de 300 millions d'arbres, un programme de création d'emplois, mais qui n'avait pas d'engagement à long terme. Donc, ce n'était pas tellement des objectifs sylvicoles que des objectifs de création d'emplois, mais quand même, en plantant 300 millions d'arbres, l'idée, c'était de faire de la sylviculture puis d'aménager les forêts. Mais tu sais, c'était pas très organisé quand même. Puis, en 84, le projet de révocation des concessions forestières est définitivement abandonné. En 86, les libéraux sont de retour au pouvoir. Puis là, c'est Albert Côté qui met en place le régime des CAF. Et donc, le régime des CAF, c'est une tentative de retour à l'octroi de garanties d'approvisionnement à l'industrie en échange d'un engagement à réaliser l'aménagement forestier sous la supervision du ministère des Forêts. C'est le seul temps dans notre histoire qu'on a eu un ministère des Forêts. Albert Côté avait fait créer un ministère des Forêts. C'était pas les terres et forêts, c'était pas les ressources naturelles, c'était juste les forêts. Et donc, là, ça a été la mise en place du régime qu'on connaît jusqu'à tout récemment. Puis là, le nouveau régime forestier a mis fin au régime des CAF. Mais les CAF, tu sais, c'est un mouvement de balancier. Les concessions forestières, les forêts domaniales, 72, l'État dit on va s'en occuper. Puis là, 77, ils disent ça coûte trop cher. Là, 86, on va essayer de trouver un entre-deux dans lequel c'est l'industrie qui va s'en occuper. Ça a duré un bon bout de temps. Je pense que le régime des CAF a donné des résultats intéressants, sauf que en 99, tout le monde a vu le film, j'imagine. On a eu l'erreur boréale. Et dans le film, il y avait deux critiques principales. La première était que, on coupait trop de bois par rapport à la vitesse de coupe, donc la possibilité de forestière n'était pas respectée ou excédée. Puis, la deuxième grande critique, c'était le fait qu'un détenteur d'intérêt privé gérait le bien public. Les compagnies forestières géraient le bien public. Et vous pouvez voir que c'est pas Richard Desjardins qui a inventé ça. Dans les années 20, c'était à l'ordre du jour. Dans les années 60, c'était à l'ordre du jour. Puis là, ça revient à l'ordre du jour. Puis tu sais, le mouvement là, des indignés, puis tout ça, c'est encore ça. C'est ce sentiment-là qu'on a un bien public, puis comment on le gère. On peut-tu le gérer au bénéfice public? Puis comment on peut faire ça de façon efficace? Suite à l'erreur boréale, il y a eu tout un débat, puis en 2004, ils ont mis sur pied la commission Coulombe, qui a fait un grand bilan de l'aménagement forestier. En 2005, ils ont créé le bureau du forestier en chef, puis ils ont abaissé la possibilité forestière de 20 quelques %. Puis il y a eu le sommet sur les forêts, le livre vert de Claude Béchard. Puis en avril 2010, là, on arrive dans le régime forestier actuel dans lequel on est. Nathalie Normando a fait adopter la loi 57 à l'Assemblée nationale, loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Bien, d'une part, on sépare, encore une fois, l'aménagement des forêts de l'approvisionnement des usines. On dit que ça va être deux choses différentes. Puis, on confie la responsabilité de la planification opérationnelle et tactique au MRNF. Comme un retour de balancier, là. Tu sais, si vous suivez l'histoire, là. Et on attribue des droits d'approvisionnement aux anciens détenteurs de CAF pour 75 % du bois, grosso modo, puis on crée un marché libre pour la vente de 25 % des bois. On confie aux commissions régionales des ressources naturelles et du territoire, qui relèvent des CRE, des conférences régionales des élus, la tâche de définir les orientations et les objectifs régionaux pour chaque forêt, unité de gestion ou région. Puis, on confie aux commissions régionales la responsabilité de définir le cadre de gestion intégrée des ressources dans chaque unité de gestion en créant une table de gestion intégrée des ressources et du territoire, les tables GIR. Puis, on consacre dans la loi le principe de l'aménagement écosystémique. On dit dorénavant, il faudra aménager les forêts pour avoir des systèmes de régénération le plus proche possible de ce que fait la nature. Puis, on affirme la volonté d'intensifier l'aménagement forestier, mais sans trop expliquer comment on va faire ça. La réaction à la mise en place du nouveau régime, bien, il y a plusieurs questions qui restent en suspens. Puis là, on est à la veille de la dernière année d'implantation. Ça va être l'an prochain que tout ça va être en place. Et suite à l'adoption de la loi, puis à la veille de son implantation, on ne peut que dire qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions.
Moi, quand j'avais déposé le mémoire de la faculté de foresterie aux audiences à la commission parlementaire dans la foulée de l'adoption de la loi, mon mémoire s'intitulait « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Parce que ça me semblait que ce régime d'aménagement-là, dans lequel tu avais des fonctionnaires du ministère qui faisaient un premier plan, qui soumettaient ça à une table GIR, qui était discuté, qui revenait, qui devait être concilié. On devait concilier tous les détenteurs d'intérêts. Puis là, l'industrie devait mettre sa planification là-dedans. Tu sais, ça me semblait que il n'y avait pas de pilote dans ça. Tu sais, on ne voyait pas qui allait avoir la responsabilité puis l'autorité d'aménager la forêt. On peut dire une autre manière de dire ça, c'est que ça ressemble à un cheval designé par un comité. Tu sais, il y a quelqu'un, il y a quelques années, qui a dit un chameau, dans le fond, c'est un cheval designé par un comité. Notre régime ressemble un peu à ça, à mon sens. T'sais, on n'est pas sûr que ça ressemble à un cheval, mais ça a toutes sortes de patentes. On n'est pas sûr que ça va marcher. Puis, dans la foulée de ça, je sais pas, le lendemain de l'adoption de la loi, je me souviens, Mme Normando était allée au Conseil du Trésor pour dire, bon, là, on a une nouvelle loi, on a des nouvelles responsabilités, on a de l'ouvrage. Il faudrait que j'engage à peu près 400 fonctionnaires, ingénieurs forestiers et autres. Puis là, le Conseil du Trésor, ils ont répondu, « Comprenez pas, Mme Normando, votre réforme, le but, c'est pas d'avoir plus de fonctionnaires, c'est d'en avoir moins. » Surprise. Puis, tu sais, la loi disait, c'est le gouvernement qui va faire l'aménagement, donc ça veut dire plus de responsabilités, ça prend du monde pour le faire. Mais le Conseil du Trésor, il dit, ben non, c'est pas ça qu'on attend. On veut que ça coûte moins cher au gouvernement, que ça soit efficace, que ça marche, mais qu'on veut pas que ça coûte plus cher. Fait que là, il y a eu comme une petite prise de conscience. Je pense qu'on n'a pas beaucoup entendu parler des médias, là, mais il y a une prise de conscience qu'il y avait quelque chose qu'il fallait trouver, une voie de passage. Puis là, les ministres ont commencé à parler, tu sais, qu'ils allaient travailler avec les partenaires, puis que l'industrie allait être impliquée, puis que tout le monde allait être impliqué, puis qu'on allait trouver une manière de faire ça ensemble. Mais tu sais, c'est un peu nébuleux comment ça va se passer. Fait que là, il y a des gens qui ont commencé à essayer de réfléchir à ça. Ça, c'est une image du cerveau de Luc Lebel. Je m'excuse de vous envoyer ça comme ça peut être épeurant. Mais Luc Lebel a commencé à réfléchir avec d'autres gens à l'université sur qu'est-ce que serait un fournisseur intégrateur dans l'industrie forestière. Puis dans ce petit dessin-là, bon, à gauche, on a toutes les patentes que la loi a créées, là, les tables de GIR, puis les PAFI, puis toutes les allers-retours de planification. En bas, on a tous les partenaires et les fournisseurs, dont vous, les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs en opération forestière, en transport, les entrepreneurs en sylviculture, les coops, tout le monde est là, qui fournit des services d'aménagement puis qui font la job sur le terrain. Puis en haut, on a les bénéficiaires de contrats d'approvisionnement. Puis on a des acheteurs de bois, parce qu'on a créé un marché de bois. Fait que là, il y a du monde qui achète du bois qui ne sont pas nécessairement les transformateurs. Puis tout ça est supposé percoler dans des réseaux de distribution, puis vers les marchés, tout ça est supposé efficace, mais il n'y a personne qui a comme job de faire que ça marche finalement. Il n'y a personne au cœur du système qui a intérêt à ce que l'aménagement forestier fonctionne, puis crée de la richesse en tant qu'aménagement. Fait que là, Luc a commencé à dire, si on créait un nouveau acteur au centre qui serait un fournisseur intégrateur, qui ferait la planification opérationnelle, qui coordonnerait les opérations, mais dans le but, avec des